Bonjour à tous. Je suis Alpha Diolori, président du collectif des startups industrielles. Nicolas Évrard, maire de la commune de Servos et président du syndicat mixte qui porte le SCOT du Mont Blanc. Alors, on a le plaisir d'échanger aujourd'hui autour du sujet de l'enracinement des startups et en tout cas des entreprises innovantes industrielles dans les territoires. Donc moi, en tant que président du collectif des startups industrielles, le sujet de ce qu'on appelle le scale-up, donc la transformation de ces startups. Une startup, c'est une bonne idée devenue entreprise. Et le scale-up, c'est la transformation de cet embryon d'entreprise en entreprise véritable, c'est-à-dire qui crée de la valeur, crée de l'emploi et atteint les objectifs normaux qu'on attend d'une entreprise. Le collectif des startups industrielles a identifié le fait qu'aujourd'hui, il y a eu dans la décennie qui vient de passer un effort considérable des pouvoirs publics notamment pour accompagner les entrepreneurs sur le chemin de l'innovation. On est dans une nouvelle période, dans une nouvelle phase où on veut que ces innovations qui sont devenues start-up deviennent de véritables entreprises, ce qu'on appelle des scale-up, et puis plus tard des ETI. Et dans cette phase, on a rencontré un certain nombre de difficultés. Et une des missions que nous sommes fixées, c'est l'accompagnement de ces entreprises. Et un des points que nous avons observé, c'est que l'enracinement de ces entreprises dans les territoires qui les ont vues naître et souvent les ont aidées à éclore était fondamental. On va en reparler tout à l'heure. Je vais peut-être laisser Nicolas expliquer pourquoi est-ce que les startups industrielles les intéressent autant. Ouais, bonne question, Alfadio. Ce territoire que je représente et qui travaille ensemble, dans le cadre d'un schéma de cohérence territoriale, eh bien, il représente 32 communes, 120 000 habitants. 32 communes dont certaines sont très connues plutôt pour leur économie touristique. Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc, Megève, Flaine, des grandes stations. 50% de l'économie touristique de la Haute-Savoie, qui est un département très touristique comme vous le savez. Mais c'est aussi un des épicentres de l'industrie en France, avec notamment l'économie industrielle du décolletage, de la micromécanique, avec quelques très grandes entreprises, Bontaz, Bouvray-Pernat et d'autres, qui font que ce secteur est historiquement un secteur industriel qui a su maintenir dans le temps l'ancrage de ces entreprises, un attachement très fort d'ailleurs des chefs d'entreprise à leur territoire, mais je dirais qu'il n'a pas toujours été, comme sur l'économie touristique, un territoire où on a coopéré les uns avec les autres, que ce soit d'ailleurs entre maires, comme entre acteurs économiques, chefs d'entreprise et territoires, élus, collectivités. Souvent une vision un peu en silo de l'intervention de chacun. Or aujourd'hui, le réchauffement climatique va impacter assez directement notre économie touristique, évidemment, vous le savez, mais également notre économie industrielle, parce que cette économie industrielle de la micromécanique, elle est très liée forcément aux moteurs thermiques, qu'ils soient automobiles comme aéronautiques notamment. Et forcément, il faut s'interroger sur les années à venir pour faire face à ces grands enjeux. Et c'est un des sujets qu'on travaille au sein du schéma de cohérence territoriale, que d'essayer d'unir et d'orienter nos réflexions, notamment sur la question primordiale pour un schéma de cohérence territoriale, qui est le foncier. Et c'est là où on a rencontré le collectif des startups industrielles pour monter cet accélérateur territorial ensemble. Il faut savoir que si on fait un petit retour dans l'histoire, dans les années 80 et 90, les deux grandes vagues de désindustrialisation qui ont touché le pays ont emporté presque essentiellement des ETI industriels, bien davantage que des grands groupes. Et ces ETI industriels, pour des raisons diverses, ont été absorbés et, en règle générale, leur production délocalisée vers des pays à bas coût. Et les premières victimes de ces délocalisations ont été les territoires. Parce que quand une usine ferme dans un territoire, les conséquences sont vastes en termes d'écosystème local.
puisque c'est de la consommation, c'est de l'emploi, c'est des entreprises connect, des sous-traitants. Bref, il y a tout un écosystème qui est impacté par cette entreprise, et c'est pas du tout la même vision. Le maire ou le président d'une communauté de communes n'a pas du tout la même perception de l'impact de la fermeture d'une usine qu'on peut l'avoir dans un ministère, par exemple. Donc, du coup, la réaction vis-à-vis de ces territoires, vis-à-vis de ces fermetures, n'a évidemment pas été la même que celle qu'on pouvait avoir de façon centrale. Et de la même façon, les bénéfices, ce sont donc les premières victimes de la délocalisation, mais ce seront également les premiers bénéficiaires de la réindustrialisation. D'où cette idée de nous appuyer, nous, start-up industrielles, sur le concours de ces collectivités, parce qu'on sait qu'elles font partie de ceux qui ont un intérêt plus marqué que d'autres à cette phase de réindustrialisation. À ça, j'ajoute que quand on a décrété il y a quelques années maintenant en France le retour des usines et qu'on a essayé de se mobiliser pour que les usines reviennent sur le territoire, on a perdu de vue un petit aspect que nous rappelle aujourd'hui le décollage très rapide des Italiens ou encore des Espagnols en matière de réindustrialisation. C'est que nous n'avons plus ce stock de PME industrielles familiales capables d'être transformées rapidement en ETI. Et aujourd'hui, cette base transformable, elle a été en France remplacée par les startups industrielles. Donc en réalité, ce sont elles le fleuron. Et c'est parce que l'assistance maximale sera apportée à ces toutes petites structures aujourd'hui qu'on a un espoir de voir redécoller l'innovation industrielle, et donc que des ETI, les ETI d'hier puissent à nouveau revoir le jour demain. Oui, ces réflexions finalement sont assez parallèles à celles des élus territoriaux qui forcément s'interrogent dans leur périmètre, dans leurs compétences locales, comment accompagner au mieux les chefs d'entreprise. Comment accompagner souvent plutôt d'ailleurs les entreprises que les chefs d'entreprise. Et c'est sur ce point en particulier, et on y reviendra Alfadio, sur lequel notre rencontre avec le collectif des startups industrielles est particulièrement intéressante. Vous le savez, vous êtes peut-être certains d'entre vous, et je vois un de mes collègues et amis qui lui aussi préside un SCOT avec la communauté de communes de la vallée de Thônes, autre secteur industriel et touristique, puisqu'il y a notamment la grande entreprise Mobalpa, bien connue. Eh bien, on a tous à peu près la même réflexion de se dire on a des grands groupes assez structurants. Chez nous, il y a Somfy, voilà, Dynastar était présent, un certain nombre d'acteurs, d'autres entreprises, Antogir, Eurotechnica, pour ceux qui connaissent les questions d'implants dentaires ou autres. Bon, mais comment on les accompagne ? Finalement, ces grands groupes, ils n'ont pas tellement besoin d'être accompagnés. Ils sont très présents. S'ils restent territorialement, c'est qu'ils sont enracinés. Ils ont un lien avec le territoire très fort. On peut éventuellement les accompagner en termes de formation et en termes de dynamique d'emploi, notamment pour les cadres, pour être attractifs pour les cadres. Et puis, bien sûr, et c'est assez classique, en termes, je dirais, c'est même issu d'un régime un peu patriarcal autrefois, l'accompagnement sur les services publics, les services à la population, pour que l'attractivité en termes d'emploi soit toujours forte dans ces grands groupes. Mais derrière, la question, et je vous l'ai dit, nous avons un énorme écosystème de TPE, PME. Comment on les fait monter en puissance, comment on les positionne différemment, comment on favorise l'innovation de ces entreprises et comment on accompagne les jeunes créateurs d'entreprises ou ceux qui font des spin-offs de leurs activités, on en parlera peut-être. C'est ça le sujet. Et ça, élus locaux, services publics, on n'est pas forcément très très bon sur l'accompagnement des chefs d'entreprise. Il y a guère mieux que de s'accompagner entre soi, entre pairs, comme on dit Alfadio, et de se parler entre nous. Donc nous, l'intérêt, c'était de trouver un partenaire pour faire ça, pour faire ce travail, et pas d'essayer de réinventer quelque chose. On a déjà beaucoup d'agences de développement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est évidemment très, très ciblée sur les enjeux industriels. Il y a un syndicat national du décolletage. Enfin, il y a pas beaucoup d'acteurs, plutôt une multiplicité d'acteurs que quelques-uns. La question pour nous, c'était de travailler sur l'accompagnement des chefs d'entreprise, donc le CSI. Et donc si on en vient à cet accompagnement, quel est-il ? Au CSI, on a identifié que dans la phase qui démarre maintenant, qui a maintenant démarré depuis quelques temps, d'accompagnement des startups vers le scale-up, il y a en réalité beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, et comme d'habitude, les collectivités, l'État ont eu beaucoup d'imagination, et c'est une des forces de la France, pour pouvoir créer des dispositifs d'accompagnement.
Mais tous ces dispositifs partent du principe que les entreprises ont la compréhension des difficultés qu'elles vont affronter au moment du scale-up et donc cherchent des solutions pour pouvoir les accompagner dans le cadre de la résolution de ces difficultés. Or, de quoi se rend compte quand on discute avec les chefs d'entreprise, c'est que beaucoup d'entre eux ne découvriront la complexité de ce à quoi ils s'attaquent que quand ils seront confrontés, quand ils seront au pied de l'édifice. Je vais prendre un exemple très simple. Souvent, pendant la phase start-up, on demande à un entrepreneur d'être un espèce d'homme orchestre qui est capable de tout faire, de l'innovation, du développement commercial, de l'industrialisation, de la finance. Les budgets sont compressés, sont serrés, et donc on demande vraiment à l'entrepreneur d'être capable de tout faire. Dans la phase de scale-up, on lui demande au contraire d'être capable de déléguer ces différentes fonctions et de construire un état-major qui est capable de l'aider à surmonter les différents obstacles. Or, très souvent, ce qu'on constate, c'est que la composition des boards des entreprises ne change pas et que le mythe de l'homme orchestre se perpétue dans cette phase de scale-up et évidemment est rapidement confronté à la réalité, c'est que ce n'est pas possible parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et la difficulté n'est pas la même. Et très souvent, quand vous discutez avec un chef d'entreprise, patron de start-up, et que vous lui demandez qui s'occupe du développement commercial dans son entreprise, dans 80% des cas, la réponse, c'est moi. Et évidemment, si vous connaissez un petit peu le métier, vous savez que le développement commercial est infiniment, ou au moins aussi complexe que l'innovation industrielle, et que finalement, des beaux projets dans les cimetières, il y en a plein. Et c'est pas parce que le projet n'était pas beau, c'est pas parce que l'innovation n'était pas réelle ou n'était pas absolument géniale, mais c'est simplement qu'elle n'est pas parvenue à trouver son marché, et souvent pas parce que ce marché n'existait pas, mais parce que ceux qui étaient chargés de cette phase n'avaient pas le talent, n'avaient pas la connaissance, mais on ne peut pas leur demander de tout savoir, n'avaient pas la connaissance qui leur permettait, la compétence qui leur permettrait de réussir cette phase de commercialisation avec succès. Un autre point, par exemple, c'est le financement. Aujourd'hui, ce qu'on reproche, notamment, ou ce dont se plaignent les startups, c'est que dans cette phase de scale-up, il y a certes des financements publics, mais il n'y a pas suffisamment de financement privé. Et donc, on reproche aux financeurs privés de ne pas être des supports assez dynamiques de l'écosystème des startups industrielles. Or, de quoi se rend-on compte dans la réalité? C'est que si vous assistez à un pitch de start-up industrielle en train de lever des fonds, vous avez un deck dans lequel vous avez sur 10 pages, 9 pages de technique et une page sur l'écosystème économique et financier de l'entreprise. Évidemment, pour convaincre des financeurs, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est même quasiment l'inverse. Et donc, la mission que nous, au CSI, on s'est fixée, ce n'est pas de transformer les entrepreneurs en super commerciaux, en super financiers ou en super industriels. C'est en revanche de les mettre devant la réalité de ces différentes problématiques qu'ils vont devoir affronter. En règle générale, ce sont des ingénieurs, et le métier des ingénieurs, c'est de résoudre des problèmes, mais on ne peut résoudre un problème qu'à condition d'en avoir conscience. Et donc, notre job à nous, c'est, dans le cadre de ce programme, d'amener ces entrepreneurs à prendre conscience du niveau de difficulté extrême auquel ils vont faire face dans cette phase pour qu'ils se mettent en mode résolution de problèmes et s'entourent ensuite d'un écosystème et notamment utilisent à bon escient les accélérateurs et tous les outils d'accompagnement qui ont été prévus notamment par les collectivités. Oui, effectivement, l'enjeu de faire écosystème, c'est bien un sujet public-privé. Et nous, élus locaux, on est souvent un petit peu dépourvus justement de cette capacité à pouvoir traiter sur mon territoire. On est 15 000 entreprises, 55 000 actifs, 53 000 emplois, une économie industrielle qui représente 23%, 25% des emplois. La grande difficulté, c'est effectivement de comment considérer l'écosystème. On est évidemment labellisé territoire d'industrie sur une partie du territoire, pas sur la totalité. On a des enjeux assez évidents de petites entreprises qui ont vocation industrielle, y compris dans les sports de pleine nature, qui sont donc plus liés à ma partie du territoire en montagne que dans la partie vallée. Pour autant, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas justement accompagner correctement et on le partagera peut-être entre chefs d'entreprise et élus, le fait qu'en France, on ne fasse plus de développement territorial. La réalité, c'est que cette expertise est globalement perdue par rapport à ce qu'elle a pu être encore dans les 30 Glorieuses. Et que c'est un vrai sujet peut-être de nouvelle décentralisation que d'imaginer à nouveau un travail partenarial entre entreprises et acteurs locaux pour refaire du développement territorial, même si les compétences juridiquement parlant sont bien transférées.
la compétence réelle, la compétence d'ingénieur territorial, elle est à peu près perdue. Et c'est effectivement très parallèle à cet enjeu de l'ingénieur et de se dire qu'on a besoin dans nos territoires, c'est peut-être une proposition qu'on peut faire ici, qu'on peut partager et peut-être porter un peu plus loin auprès des grandes agences ou des grands ministères et surtout peut-être des ministres qui passent dans les couloirs de ce salon, de dire travaillons sur des réflexions, Alpha Dio le citait, dans notre territoire c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, aussi en regardant ce qui se passe à côté. Tu citais l'Espagne, on peut parler territoire voisin du mien, l'Italie du Nord, on peut parler là aussi territoire voisin du mien de la Suisse, et de voir la dynamique industrielle de ces territoires qui sont partis sur des logiques de recréer. On connaît les districts industriels italiens, mais en Suisse, on est sur des chaînes de création de valeur. Et ce qu'évoquait Alpha Dio à l'instant, c'est exactement le sujet. Comment on recrée de la valeur, comment on redonne la capacité aux chefs d'entreprise de recréer de la valeur et de s'assurer finalement que les enjeux un peu matériels de l'opération de création d'entreprise et de développement surtout sont assurés. Ça va être notre travail, notamment sur le foncier, l'animation foncière ou des choses comme ça. Mais derrière, le travail avec CSI, ça va justement permettre de les faciliter, de les accompagner, de les porter, de les libérer d'une charge pour être plus créatifs et recréer de la valeur. Et c'est ça l'enjeu. Oui, tout à fait. Et alors, c'est vrai que je parle beaucoup de start-up industrielles depuis tout à l'heure, mais l'action du CSI s'est étendue et ça fait complètement sens dans des territoires comme le Scott Mont-Blanc et ce que Nicolas préside. Notre action s'est étendue vers les PME et les ETI industriels. Pourquoi ? Parce que venant d'un environnement start-up, on vient d'un environnement qui est assez décomplexé sur la notion de financement, de recours à l'aide publique, de recours aux investisseurs privés, aux immenses ressources des fonds d'investissement privés pour pouvoir accompagner le développement de l'innovation. Et ce qu'on constate, c'est que dans la PME industrielle traditionnelle, on n'a pas ce réflexe-là. On a plus un réflexe de fonds propres et donc un réflexe de développement lent. Or, aujourd'hui, les ressources du privé notamment permettent, et l'accompagnement public, permettent d'aller très très vite en matière de développement. Et à nouveau, ce dont on parle tous autour dans ces instances, c'est comment faire pour recréer en France un tissu d'ETI tel qu'on peut le trouver quand on se promène aujourd'hui dans les vallées transalpines, que ce soit en Suisse ou effectivement ou en Émilie-Romagne en Italie, où on est frappé de voir bâtiment après bâtiment ces PME industrielles familiales que nous n'avons plus en France. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça arrive à nouveau ? Et c'est effectivement en agissant sur l'écosystème start-up, mais aussi en agissant sur l'écosystème des PME et des PMI industrielles françaises, pouvoir les aider à franchir des étapes en ayant une même attitude décomplexée, notamment vis-à-vis des capitaux et vis-à-vis de l'accompagnement public que ne peuvent l'avoir les startups qui le font assez spontanément et naturellement puisqu'elles n'ont pas de ressources. Là, souvent, on a des PME et des PMI qui ont des ressources et qui oublient que le plus grand trésor d'une entreprise en voie de développement, c'est la maîtrise de son métier. Or, que fait une start-up basiquement au moment où elle lève des fonds ? C'est qu'elle va promettre au marché qu'un jour, elle maîtrisera un métier. Quel est le trésor dont dispose une PME ou une PMI industrielle ? Elle maîtrise déjà le métier. Et donc, il ne lui manque que l'ambition. Et dès la mesure où elle a cette ambition, et notre rôle aussi au CSI, c'est de l'accompagner dans l'affirmation de cette ambition, dans la réalisation de cette ambition, dès le moment où elle a cette ambition, alors les portes sont grandes ouvertes et il y a tout un écosystème financier notamment, mais pas que, qui est prêt à l'accompagner dans le développement de cette vision. Oui, et là aussi, il y a un rôle à jouer pour les élus locaux d'accompagnement, notamment sur la recherche de ce financement. C'est-à-dire le tiers de confiance publique, ça a peut-être encore du sens. Comment aller chercher les fonds européens, dont on sait qu'on n'est pas les meilleurs au niveau français et dans les territoires en particulier pour aller les récupérer, qu'ils soient en gestion directe à la Commission européenne ou gérés par les ministères ou les régions. Comment aller créer du partenariat avec BPI d'un côté, qui finance déjà des accélérateurs territoriaux très tournés sur l'entreprise plutôt que sur l'entrepreneur. Donc on est sur un système complémentaire. Comment aller voir la Banque des Territoires à quelques mètres d'ici pour nous, collectivités, s'engager dans cet accompagnement nécessaire.
Et ça, c'est bien pour moi le rôle d'intégrateur des élus locaux que nous sommes, parce qu'on connaît, on maîtrise un peu ça. On est ce rapport de confiance, ce tiers de confiance pour libérer le chef d'entreprise de sa capacité à agir et de le décharger. On ne va pas faire le travail à sa place. On n'en est souvent pas capable, Alphadio, mais par contre, le libérer et faciliter la chose. Et j'ai été très surpris, c'est anecdotique, mais je le partage avec vous. Il y a quelques semaines, je me trouvais à Bruxelles, dans le cadre du comité des régions, et dans une réunion d'un intergroupe sur l'industrie automobile. Et je voyais les Espagnols, les Allemands, les Italiens qui pilotaient cette réunion, on était très très minoritaires en tant qu'élus français, expliquer comment ils allaient accompagner leurs entreprises dans leur territoire sur la fin du moteur thermique, justement en les libérant de la charge administrative que la Commission avait tendance à imposer. C'est ça le travail des élus locaux, c'est ça le travail des territoires pour permettre effectivement non pas de réindustrialiser, mais d'industrialiser la France à nouveau. C'est un enjeu de souveraineté locale, nationale et européen. Et là, on a besoin de travailler main dans la main. Nous, il y a un dernier aspect qui nous tient particulièrement à cœur, sur lequel on aimerait que des gros progrès soient faits dans la période qui vient. C'est précisément celui, en ce qui concerne les aides publiques, de la centralisation, notamment des comités d'analyse et de décision. L'idée étant qu'aujourd'hui, ceux qui connaissent le mieux les territoires et ceux qui connaissent le mieux les entreprises qui sont sur ces territoires restent les élus locaux, restent les collectivités territoriales. Or, en règle générale, ce sont les petits poussés de la décision. C'est-à-dire que vous avez, en règle générale, des choses qui se passent de façon relativement centralisée. Et la conséquence de cette centralisation, ce sont les chiffres notamment de la Cour des comptes, pour des sujets comme le CIR par exemple, mais il y a plein d'autres sujets parce que quasiment systématiquement, les résultats des analyses sont les mêmes. À savoir que quand on regarde les premiers bénéficiaires de l'accompagnement, ce sont des grands groupes. Alors je ne dis pas que les grands groupes ne doivent pas bénéficier d'accompagnement, c'est au contraire très bien. Mais en réalité, quand on crée des dispositifs d'accompagnement à l'innovation, les plus susceptibles de promouvoir de l'innovation de rupture restent des PME, restent des PMI et restent des startups. Donc, la problématique, c'est que quand on a une logique de centralisation, par définition, on a deux impératifs. Le premier, c'est la lisibilité des dossiers. Et ce qui veut dire que c'est seulement une certaine typologie de structure qui est capable de produire la typologie de dossier dont on a besoin. Et deuxièmement, le suivi, l'accompagnement, c'est évidemment plus simple de suivre 10 gros dossiers que de suivre 1000 petits dossiers. Or, qui a la capacité de suivre 1000 petits dossiers ? Les collectivités territoriales. Donc, qui en réalité devrait être le premier acteur de l'accompagnement des entreprises ? Les collectivités territoriales. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce schéma-là qu'on retrouve. Et la conséquence, c'est qu'en effet, les schémas de décision, au-delà de la volonté affichée qui est très très bonne, qui est très très forte, les circuits de décision et les schémas de mise en place font que, dans les faits, les PME, les startups sont les parents pauvres de l'accompagnement. Si je prends le cas du CIR par exemple, le crédit impôt recherche, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler dans la période qui vient de s'écouler, le crédit impôt recherche, c'est 80% pour des grands groupes, 20% pour des PME et des ETI. Et dans les 80%, 50% vers 50 entreprises seulement. Voilà, c'est ça la réalité du CIR. Et c'est un exemple assez frappant qui éclaire pourquoi la France s'est progressivement désindustrialisée. Parce qu'effectivement, une TPE familiale industrielle basée en Haute-Loire, pas chez moi du coup, à l'autre bout de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était dans la plasturgie, mais on peut en trouver d'autres, historiquement dans le Jura ou un peu partout, dans les papeteries, dans les Pyrénées, que sais-je, eh bien, elle n'a pas la capacité de faire ça. Le territoire local n'était pas à la manœuvre sur ces questions-là. C'était les régions, les grandes régions, qui elles aussi ont des effectifs, des moyens finalement relativement limités, et vont plutôt se tourner vers les grands groupes régionaux. Et on retombe sur ce phénomène de centralisation. Et donc la difficulté permanente de certains qui courent une espèce de... qui subissent la double peine. La petite structure qui n'est pas à l'échelle encore, ou qui peut être avec ce qu'on sait du cycle de vie de l'entreprise, parfois compliqué sur des entreprises familiales, la question fiscale, la question de l'innovation, plus lourde à porter, et puis la non-accès aux aides publiques ou au soutien public. Et donc c'est ça qu'il faut recréer, restructurer localement, au niveau le plus près des territoires, au niveau le plus près des entreprises. Et on peut peut-être demander s'il y a quelques questions ou quelques échanges, parce qu'on n'a pas une vérité absolue ni Alphadio. On est, vous voyez, dans le pragmatique. Et l'idée, c'est évidemment d'échanger avec vous si vous le souhaitez.
Un micro arrive. Bonjour messieurs, bonjour, donc Raila Steck de MixiJob. Je suis justement une jeune start-up et alors je suis arrivée un petit peu tard donc je m'excuse si jamais il y a des redites. C'est que vous parlez d'une répartition sur le CIR, donc les grandes entreprises plutôt 80% et 20% pour les start-up. Est-ce que, pourquoi en fait, d'où ça vient? Est-ce que c'est parce que les start-up ne remplissent pas les conditions? Et comment inverser cette tendance? Est-ce qu'il existe des pistes pour inverser cette tendance? Alors, la piste principale, et c'est ce qu'on disait, c'est ce dont on parlait à l'instant, la piste principale, c'est que déjà les circuits de décision doivent changer de notre point de vue. C'est-à-dire que tant qu'on a des circuits de décision très centralisés et dans lesquels l'analyse des dossiers par définition est nécessairement très complexe, on crée en réalité, si vous voulez, vous créez une aide au développement. Et puis ensuite, vous exigez que pour pouvoir y accéder, les entreprises doivent remplir des formulaires qui vont demander 300 heures de travail à l'entreprise sans la garantie que le dossier soit accepté. Qu'est-ce que vous créez en réalité? Vous créez une barrière qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce qu'une start-up de 3, 4, 10 personnes n'a pas les 300 heures. Donc le dossier, elle ne le déposera même pas. Qui a les 300 heures? C'est ceux qui ont les moyens ou de se faire accompagner par des cabinets spécialisés ou qui ont les recours en interne, les ressources en interne, pour pouvoir constituer la dossier. Donc le tri, il n'est pas voulu. Il est ni officiel, ni organisé de façon comment dire, volontaire. Mais en réalité, le mode d'action rend ce tri absolument inévitable. Et donc nous, ce que nous partageons aujourd'hui avec les collectivités, c'est que qui en revanche a une bonne maîtrise du territoire, une bonne maîtrise et la capacité à suivre les entreprises. Parce que un des vrais sujets de l'aide publique, c'est de dire attention, l'aide publique, c'est de l'argent public, c'est normal qu'on ait plein de critères parce que derrière, il faut qu'on soit en capacité de suivre les bénéficiaires pour s'assurer que l'argent public a été bien dépensé. Simplement, quand une organisation centralisée, quelle qu'elle soit, n'a pas les effectifs, que ce soit au niveau national ou même au niveau régional, n'a pas les effectifs pour suivre des petits dossiers entre guillemets. Tandis que les collectivités locales, elles les ont. En tout cas, elles sont plus susceptibles de les avoir que les autres. Et c'est sans doute leur vocation en fait. C'est-à-dire que être en charge officiellement du développement économique entre la région et le bloc local, quoi, commune ou plutôt communauté de communes, ça ne fait pas tout. La question, c'est quels moyens on se donne pour justement accompagner nos PME, nos ETI peut-être, mais surtout nos startups, nos créateurs d'entreprises. Parce que c'est ça, la richesse de demain, elle doit se renouveler, elle doit se créer, la richesse. Et donc forcément, le créateur, il est celui qui sera demain le patron, le grand patron peut-être. Donc c'est sans doute ça le rôle, et c'est ça qu'on propose finalement à travers l'expérimentation qu'on porte ensemble de cet accélérateur territorial, de repenser ce lien entre entreprises, notamment jeunes entreprises, et territoire. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien, et peut-être il faut revenir sur cet aspect des choses, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on se replace dans un contexte historique, il y a 20 ans, on a vu déferler la vague du digital. Notre premier réflexe, en tant que nation française, a été de surarmer nos champions de l'époque. Ils ont tous perdu. Il n'y en a pas un qui a gagné. Ce n'est pas la moitié d'un, 1 sur 20, 1 sur 100, 0. Aujourd'hui, on est confronté, donc on a perdu la bataille du digital en range. Aujourd'hui, dans tous les géants mondiaux, ils sont ou asiatiques ou américains. Et nous, on joue au mieux des deuxièmes rôles, plus généralement des rôles encore plus faibles. Aujourd'hui, il y a une deuxième bataille qui se profile, c'est la bataille industrielle. Et tout le monde arrive avec encore plus d'armes qu'à l'époque du digital. Et on est en train, nous, quelque part en France, en tant que collectivité, de recommencer la même erreur. Dans le sens où on a bien pensé l'idée qu'il fallait propulser l'innovation. Et à nouveau, la phase, les 10 ans qui viennent de s'écouler, l'accompagnement à l'innovation, il a été exceptionnel. Et on a plein de pépites, d'ailleurs, que nous piquent les Chinois, que nous piquent les Américains. Donc, s'ils ont quelque chose à piquer, c'est bien qu'on a fait quelque chose. En revanche, dans cette phase d'accompagnement, on est en train de faire une erreur au niveau du ciblage. Et cette erreur, elle risque de nous coûter cher dans les 10 ans qui viennent. Et j'évoquais la question foncière, mais pour moi, elle est absolument déterminante. Parce que créer une nouvelle entreprise, demain, madame, peut-être avec quelques autres, vous aurez besoin de créer un atelier et puis effectivement peut-être une chaîne de production, que sais-je. En tout cas, c'est ce qu'on doit tous se soucier et se souhaiter.
la réalité, c'est que nous, collectivités, et notamment les schémas de cohérence territoriaux, sont en charge du fameux ZAN, du zéro artificialisation net. Mais, et c'est là où on peut gérer justement les enjeux du foncier économique disponible. Et pour autant, dans la plupart des endroits, au niveau des maires, au niveau de chaque niveau du bloc local, dans le millefeuille français, eh bien, on est pris sous la pression. Dans nos secteurs, on a un enjeu très fort, secteur touristique de la Haute-Savoie, avec la dynamique de Genève et du tourisme, de créer du logement. Obsession sur le logement. Et c'est normal. Pas de logement, il n'y a rien, il n'y a personne. Nous, on accueille beaucoup de monde, c'est un territoire très dynamique, on accueille du monde. Et du coup, on voit certains de nos collègues, de mes collègues, consommer parce que, ah ouais, le foncier industriel, ouais, mais c'est lourd, il faut l'animer, tout ça. Allez, on va faire du logement à la place. Et puis certains entrepôts, certaines usines, parce qu'il y a forcément une vie, voilà, un cycle de vie de l'usine. Tiens, j'ai une entreprise de logistique qui arrive. Super la logistique. On a mis des moyens énormes sur la logistique. On n'est plus qu'un grand carrefour logistique en France. Sauf que ça prend des mètres carrés d'ateliers. Et donc on va perdre demain peut-être de nouvelles entreprises industrielles. L'industrie, elle est très structurante, comme le tourisme d'une certaine façon. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, on doit penser le territoire en fonction des entreprises industrielles. C'est notre vocation. Certains territoires en France ont une vocation industrielle, une histoire, un savoir-faire, une appétence industrielle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre ailleurs, mais dans ces territoires-là, il faut repenser l'aménagement du territoire en fonction des entreprises industrielles d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est en discutant avec des industriels qu'on peut le comprendre. Nous, élus, sauf si on est industriel aussi, ce qui n'est pas mon cas, eh bien, on ne peut pas le comprendre autrement, c'est en discutant avec vous. Très bien, merci, c'est très clair, très intéressant. Il y a d'autres questions, évidemment, on est là. Maintenant ou plus tard, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être un complément. Effectivement, je pense Présente-toi, Gérard. Oui, justement, parce que je t'ai parlé de toi, mais c'est... indirectement, Gérard Fournier, je suis président d'une commune aussi en Haute-Savoie. Minuscule, un minuscule SCOT par rapport à celui que porte Nicolas. Mais un SCOT quand même. Et quelques très grandes entreprises, je citais Mobalpa, oui, c'est voilà. Chez toi. Alors ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'évolution des entreprises, comme tu en parles, elles ont un rythme d'évolution que nous, collectivités, on a de la peine à suivre. On ne fonctionne pas sur le même modèle, on a de la peine à suivre. Par contre, on intervient dans des éléments qui sont indispensables à l'entreprise. Je pense à la question des mobilités, à la question du logement, à la question du foncier aussi. Alors sur le foncier, j'ajouterai une chose, il faut qu'on garde la maîtrise de ce foncier, ça devient indispensable, parce qu'on a trop laissé aller du foncier qui maintenant se recycle pas, part dans d'autres objectifs, enfin voilà. Donc on a un vrai rôle central à jouer, mais on n'est pas assez actif sur la question de l'économie et sur la question de la maîtrise de l'évolution des différents secteurs économiques. Je dis ça avec mon expérience à moi où je pense qu'on est un peu en dehors du coup et les entreprises ont 3 longueurs d'avance sur nous. Par contre, elles nous réclament d'agir sur le logement, sur la mobilité, sur les services et on n'arrive pas à coordonner les choses. Mais il faudrait qu'on ait plus de pouvoir sur ces points-là. C'est juste. Ça éclaire très bien effectivement ce que j'évoquais. Nous sommes étonnamment, ces territoires de montagne sont très attractifs, ont une histoire industrielle. Ça paraît pas évident, contre-intuitif comme on dit. Mais en réalité, c'est vrai. Toi, à travers l'économie du bois, historiquement, un artisan est devenu un industriel. Donc c'est possible, y compris dans des secteurs un peu isolés et finalement géographiquement, mais aussi attractifs parce que qualité de vie, du tourisme, du paysage. Et gérer un territoire, c'est le gérer de façon transversale sur ces différentes composantes de qualité environnementale, on va dire, comme d'attractivité sociale, de logement et autres, ou de services, mais également sur son pied économique. Et je regrette, moi, qu'effectivement, nos territoires aient un peu oublié cette compétence économique qu'on ne maîtrise plus trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions sont bienvenues, évidemment. Sinon, Alfadio, un mot de la fin ? D'abord, c'est toujours un plaisir pour nous d'exposer cette dynamique territoriale en tant qu'entreprise, en tant que collectif d'entreprises innovantes, puisque
On est persuadé que la clé de la réindustrialisation passe par cette alliance entre les territoires et les industries qu'ils portent, et que si on parvient à faire entendre ce message-là, parce qu'il y a une volonté globale, générale dans le pays, il y a une volonté générale en France de sortir par le haut de cette nasse de la réindustrialisation, et on cherche des solutions. Et aujourd'hui, on a essayé plein de trucs, et le message du CSI, et ça sera peut-être mon mot de la fin, c'est faire confiance au territoire. Voilà, c'est faites confiance au territoire, ramenez de la décision, ramenez du pouvoir, ramenez de la ressource dans les territoires, et voyez ce qu'ils sont capables de faire. Bah, forcément, mon mot de la fin sera assez comparable, mais inversé. Et ce sera faire confiance aux entreprises. Et plus encore aux chefs et aux femmes d'entreprise, à ceux qui entreprennent. En se disant, dans les territoires, il doit y avoir de la vie. On aime la vie culturelle, on aime la vie sociale, on aime ce lien à l'environnement dans mon type de territoire, très particulièrement. Mais ce lien à l'entreprise et ce lien à la création d'entreprise, il est déterminant. Et je crois que vraiment, ces initiatives, ce qu'on porte le collectif des startups industrielles et puis d'autres acteurs, mais vous en êtes un acteur emblématique, eh bien, il est fondamental dans nos territoires, et que le CSI décide de ne pas rester dans une structure, dans une logique nationale seulement, mais sur un réseau qui se développe à travers les accélérateurs territoriaux partout. Et c'est ça, je crois, l'ambition qu'on peut porter à travers notre exemple. Eh bien, c'est déterminant. Et c'est aussi une façon de répondre à ce débat qui est très présent au salon, puis qui est encore plus présent au congrès, de l'évolution du rôle des collectivités locales, de l'évolution de la décentralisation et de cette nouvelle décentralisation qu'on appelle. Je crois que le lien avec l'entreprise, il est au cœur de cet enjeu de la décentralisation, qui n'est pas seulement une déconcentration. Je le dis devant le ministère de la Transition écologique, de l'aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement. Eh bien, c'est aussi, et il n'y a pas loin, Bercy n'est pas loin non plus, c'est qu'ils entendent peut-être qu'on a envie, nous, élus locaux, de travailler avec nos entreprises, de les aider, de favoriser la responsabilité territoriale des entreprises, qui ne doit pas être une nouvelle charge, mais un nouvel atout. Et au-delà du label local, du lab local, eh bien, c'est de faire écosystème avec vous. Je précise que le Scott Mont-Blanc sera le 2e territoire et le 3e accélérateur que nous aurons le plaisir de lancer en début d'année prochaine, et que nous espérons, nous sommes en discussion actuellement avec une dizaine de territoires pour de nouveaux accélérateurs, que nous espérons être en position de lancer l'année prochaine. Ah super, j'ai pas vu, il y a un petit QR code, voilà. Donc les candidatures sont bienvenues. Rejoignez la cohorte. Absolument. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt, j'espère. Et bon salon. Et bon salon, oui.